Donc, merci de nous retrouver. Aujourd'hui, nous allons discuter Brexit et nous arrivons dans la toute dernière partie puisque nous sommes à 3 semaines, 2 semaines de la fin de la période d'extension de la période transitoire. Les négociations vont bon train pour savoir s'il y aura un accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Nous accueillons aujourd'hui et nous nous en réjouissons Richard Corbett, qui a été député européen, président de la délégation britannique au Parlement européen, vice-président du Mouvement européen international au Royaume-Uni, et Samantha de Bandern, qui a travaillé dans de nombreuses institutions internationales, deux pour ne pas les nommer, c'est-à-dire l'OTAN d'un côté, maîtrise les questions de sécurité, et la Commission européenne pour laquelle elle a été Policy Advisor. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, donc, nous sommes dans un cadre qui est un cadre militant socialiste, intéressé par les questions européennes. Et on se pose tous la question de savoir s'il va y avoir un accord commercial ou pas, et qu'est-ce que ça a comme conséquence, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence très concrète. Et également, quels sont encore les éléments de discussion. Peut-être on va commencer par toi, Richard, pour nous dire un petit peu voilà, où est-ce qu'on en est de la position, enfin, des négociations. Qu'est-ce qui est attendu par le Labour? Comment est-ce que le Labour se situe dans le débat, puisqu'il y aura une ratification parlementaire côté Parlement européen, Parlements nationaux, et à commencer par Westminster, par la House of Commons, j'imagine, et les deux branches d'ailleurs du Parlement britannique. Dis-nous en plus sur l'état d'esprit général en Angleterre, pardon, au Royaume-Uni, et de la position du Labour sur cette question. Vas-y. Alors, j'imagine quand vous avez fixé cette date, vous pensiez serait réglé, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les négociations continuent aujourd'hui et on ne sait même pas s'il y aura un accord ou pas. Arrivé au 31, la fin de la période de transition où le droit européen continue de s'appliquer au Royaume-Uni, arrivé au 31 décembre sans avoir un accord sur ce qui va remplacer tous les arrangements, les législations, etc. qui existent maintenant, c'est une situation chaotique. Et en matière de commerce, mais il y a bien d'autres problèmes aussi, mais en matière de commerce international, ça veut dire que du jour au lendemain, le Royaume-Uni, dehors de l'union douanière, dehors du marché unique, doit appliquer, l'Union européenne doit aussi appliquer les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, avec des tarifs douaniers, des barrières douanières entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il serait tout à fait néfaste pour les deux côtés, mais surtout pour le côté britannique en ce qui concerne toutes les questions économiques. Alors, sur quoi s'accrochent les négociations? 3 points actuellement. Le droit de pêche, parce que le Royaume-Uni dit, voilà, nos eaux territoriales souverains, on reprend contrôle de nos eaux territoriales et on va réserver ça aux pêcheurs britanniques. En fait, même si on est de l'Union européenne, des Nations Unies sur le droit de la voisin de négocier des accords sur la pêche. Donc, dire qu'on va tout réserver pour nous et tout décider nous-mêmes sans ces autres, ce n'est pas en fait très crédible. Et même si c'était crédible, il ne faut pas oublier que presque 80% des poissons qui sont attrapés par des pêcheurs britanniques sont vendus sur le continent ou en Irlande, donc dans l'Union européenne. Alors, c'est beau à dire, voilà, on va les poissons, mais si l'Union européenne dit, dans ce cas-là, on va peut-être
c'est pas très utile. Mais c'est un bon débat très nationaliste. On défend nos pêcheurs, nos eaux territoriales, on reprend le contrôle, etc., etc. Deuxième chose, c'est sur ce qui, je pense que même en français, vous appelez maintenant le level playing field. C'est que le Royaume-Uni veut l'accès au marché européen, le marché unique européen, le plus grand marché au monde, sans droit de douane et sans quota, donc un libre accès. L'Union européenne dit d'accord, mais à ce moment-là, vous devez jouer dans ce marché avec selon les mêmes standards et règles que tout le monde d'autre en ce qui concerne la protection des consommateurs, de l'environnement, les droits des travailleurs, la santé des produits agricoles, etc. On ne veut pas que vous entrez dans notre marché pour faire compétition avec nous sur base de protections inférieures, ce qui me semble tout à fait raisonnable. Mais Boris Johnson dit non, on va l'accès, mais on veut fixer nos propres règlements. Ça ne marche pas. Alors, il y a un accrochage là-dessus. Et la dernière chose, c'est la question de comment est-ce qu'on peut vraiment enforcer un accord, signer un accord et qu'une des parties ne le respecte pas, qu'elle vient de rectifier cela. Et l'Union européenne est préoccupée par ça, parce que le gouvernement de Boris Johnson vient d'introduire à la Chambre des communes, au Parlement britannique, un projet de loi qui autorise le gouvernement à ne pas respecter l'accord existant qui a déjà été signé en ce qui concerne le protocole sur l'Irlande du Nord. Parce que l'Irlande du Nord, c'est un cas spécial, c'est sur l'île de l'Irlande, mais ça fait partie du Royaume-Uni. Mais il y a une frontière qu'on ne voit pas actuellement, qui est invisible entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Au moment où le Royaume-Uni sort de l'union douanière et du marché unique, ça devient une frontière externe de l'Union européenne où normalement, il faudrait faire des contrôles douanières, etc., sanitaires, toutes sortes de choses. Tout le monde veut éviter ça. Alors, on a eu un accord contre l'Union et du Royaume-Uni entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, donc le reste du Royaume-Uni. Ce qui était assez controversé, bien sûr, mais c'est le seul moyen pratique de le faire. Et ça a toutes sortes de conséquences bureaucratiques, etc., pour les firmes, même pour les supermarchés qui font leur livraison, des choses comme ça. Et le gouvernement britannique a dit, voilà, nous donnons à nos ministres, avec cette loi, la possibilité de passer outre à l'accord que nous avons signé avec l'Union européenne. Donc, un gouvernement démocratique, soi-disant, qui veut ne pas respecter le droit international. Même un traité signé et ratifié cette année, au mois de janvier. C'est quand même, oui. C'est pour ça que l'Union européenne est très méfiante vis-à-vis du gouvernement Johnson. Donc, c'est sur ces trois points-là que les négociations s'accrochent, au moins en théorie. Parce que, en fait, tout dépend beaucoup moins des négociations, parce qu'on peut trouver des accords des compromis sur ces choses-là. Ça dépend bien plus de ce qui est dans la tête de Boris Johnson. Et qu'est-ce que lui, il veut faire? Est-ce qu'il veut quitter sans accord ou est-ce qu'il veut... Parce qu'il faut savoir que l'aile droite du Parti conservateur, qui est déjà un parti assez à droite, disons, mais l'aile encore plus droite, ne veut, parce qu'il pense que tout accord va amener politiquement, en général, qui protège l'environnement, les consommateurs, le droit des travailleurs, etc.
Et c'est précisément pour cette raison qu'ils voulaient le Brexit. C'est pour toutes ces protections. Ils veulent une économie à l'américaine ou au style Singapour, disons, où tout ce que les grandes compagnies, corporations veulent faire, ils peuvent le faire sans être contraintes par des règlements protecteurs. Alors, eux, ils veulent partir sans accord. Et Boris Johnson est devenu donc Premier ministre, avec le vote de cette aile droite du Parti conservateur. Alors, il doit décider, est-ce qu'il veut faire face à eux et leur contraindre à accepter même un accord assez moindre, ou est-ce qu'il va aller avec eux pour ne pas avoir trop de problèmes et partir et avoir une situation où il n'y a pas d'accord du tout, qui est tout à fait néfaste pour l'économie britannique, mais et peut-être moins néfaste à court terme pour lui. C'est là où nous en sommes. Ok. Merci. On a bien compris que la position de Johnson, qui laisse le flou, joue les matamores en disant on est prêt pour un no deal, on veut le statut de l'Australie, je crois, alors que ça n'existe même pas. Ce qui veut dire en réalité un accord, un statut qui est celui de l'OMC. Au Labour, quelle va être la position de nos camarades au moment de la ratification, s'il doit y avoir ratification? On a tous compris qu'un truc, c'est on est dans un truc complètement délirant parce que à partir du moment où l'article 50 a été activé, tout le monde savait depuis le début qu'il y avait 2 ans de négociations avec, pour imaginer tout. Il y a quand même le sentiment d'une énorme improvisation avec un état d'esprit qui est on joue à chicken et donc c'est celui qui cédera en premier. En tout cas, on laisse le flou jusqu'à la dernière minute. On sort les cartes dans les dernières secondes et ça passe ou ça casse. Ce qui est terrible parce que c'est pas du tout la démarche de l'Union européenne et c'est un désastre pour en termes de prévision, de pouvoir anticiper pour le monde économique. Et donc, parce que si ça passe, très bien, mais est-ce que le scénario, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, c'est pas ça casse et surtout avec tous les éléments que tu as pu énoncer sur le fait que il n'y a pas de préparation, et surtout les éléments politiques qui font le soutien de Johnson ne vont pas vers on aime l'Union européenne, on aimerait essayer de garder des liens très intenses, tout ça. C'est pas du tout la tonalité des soutiens de Johnson. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que dit Starmer au nom du Labour? Qu'est-ce que toi, tu dis à Starmer quels sont les éléments que tu souffles comme conseil pour la ligne du Labour? Tout d'abord, tu as raison de dire que tout a été improvisé et laissé à la dernière minute, disons, mais c'est pas pourquoi? Parce que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne sans avoir un accord interne sur ce qu'il voulait comme alternative. Certains des Brexiteurs, disons, modérés, envisageaient qu'on reste dans le marché intérieur, un peu comme la Norvège, dehors de l'Union, quand même plus ou moins dans le marché intérieur. D'autres voulaient, c'est l'aile droite dont j'ai parlé tout à l'heure, voulaient complètement se distancer de l'Europe, pas seulement d'ailleurs économiquement, mais politiquement. Et ces deux ailes du Parti conservateur
ne se sont jamais réconciliés. C'est une continuation de leur guerre civile qui dure depuis des années sur l'Europe au sein du conservateur. Alors, c'est aussi pour ça que tout est laissé à la dernière minute, parce qu'au sein du Royaume-Uni et de son gouvernement, il n'y a pas eu d'accord. Tu m'as posé la question aussi sur la position du Parti travailliste. Alors, le Parti travailliste dit depuis belle lurette, il faut quand même un accord. Quitter sans accord, c'est catastrophique. Mais maintenant, on se heurte à la question, voilà, s'il y a un accord dans quelques jours, et s'il y a une vote à la Chambre des communes, parce que ça, ce n'est pas garanti, parce que le gouvernement a fait passer une législation comme quoi il pouvait signer l'accord sans avoir l'aval du Parlement. Vous vous rendez compte, c'est quand même assez inouï. Mais ce n'est pas nécessairement le cas qui va demander l'avis de la Chambre des communes. Il va peut-être devoir présenter des législations à la Chambre des communes, donc il y aura quand même un vote plus ou moins, indirect peut-être, ou pour des raisons politiques, il va proposer une résolution simplement à la Chambre des communes. À ce moment-là, qu'est-ce que le Labour doit faire? Alors certains disent, voilà, il vaut mieux un accord que même un mauvais accord que ne pas avoir un accord, il faut le soutenir. Et d'autres disent, non, pas tout. Il n'y a aucun risque que l'accord ne passe pas. Boris Johnson a une grande majorité. Il ne faut pas quand même lui donner l'aval d'une majorité écrasante pour son accord néfaste en votant pour. Le Parti travailliste doit soit s'opposer ou, parce que là, il y a un petit risque quand même que s'il y a une révolte de la droite des conservateurs et que nous, on est contre pour les autres raisons, que ça fasse tomber l'accord et il y a une sortie sans accord. Pour éviter ce risque, au moins l'abstention du Parti travailliste. Alors, le débat actuellement, c'est entre soutenir l'accord, s'il y a un accord signé par les 27 plus le Royaume-Uni, soit voter pour, soit de s'abstenir. Okay. En termes, on va passer la parole à Samantha, parce que dans cette histoire, il y a 4 millions de citoyens européens qui sont impactés, qui se ventilent entre les citoyens de l'Union qui vivent en Grande-Bretagne et au Royaume-Uni, par extension. Et puis, il y a les Britanniques qui habitent sur le continent ou en Irlande, ou les îles, Chypre, tout ça. Samantha fait partie de ces citoyens britanniques hors de la mère patrie, qui potentiellement vont être directement les premiers impactés. Ça donne quoi pour toi? Qu'il y ait accord ou pas, aujourd'hui, l'impact ne serait pas plus fort que celui qui s'est fait ressentir au moment de l'accord de retrait, parce que nos droits sont protégés par l'accord de retrait. Mais quand je dis nos droits, ce sont les droits qui nous restent. Et je ne parle pas de tous les droits qu'on nous a enlevés. Le plus important en étant le droit de libre circulation dans l'Union qu'on avait acquis en tant que citoyen européen. Et ce qu'il faut aussi comprendre pour ces Britanniques dont je fais partie, parce que je n'ai pas un passeport français, qui sont en Europe, la plupart d'entre nous sommes des citoyens dans des démocraties européennes qui n'avons aucun droit démocratique nulle part. Parce que le Royaume-Uni considère que les citoyens qui partent n'ont plus le droit de vote au bout de 15 ans, ce que très peu de démocraties font. Et bien sûr, nous n'avons pas de droit de vote dans nos pays d'accueil. Et là, avec le Brexit, nous perdons même notre droit de vote au municipal et au Parlement européen. Donc, dans une démocratie, vous avez à peu près aujourd'hui 1,2–1,3 million de Britanniques en Europe. Sur cela, on considère qu'il y a à peu près 50% qui sont arrivés il y a plus de 15 ans. Vous avez des citoyens qui n'ont aucun droit démocratique. Donc ça, je trouve que c'est scandaleux. Et c'est une conséquence partielle du Brexit, parce que notre pays nous a enlevé nos droits il y a bien longtemps.
En ce qui concerne accord ou pas accord, ce qui pourrait peut-être changer sera la reconnaissance des qualifications professionnelles. C'est une question qui est assez compliquée, que j'ai étudiée un petit peu, mais peut-être que M. Corbett en saura un petit peu plus que moi. Mais il y a un risque que toutes nos qualifications que nous soyons obligés de passer par une demande d'équivalence. Et puis, une des conséquences du Brexit et de l'accord de retrait aussi, c'est que les Britanniques qui sont mariés, par exemple, avec un Français, ne pourront plus automatiquement retourner vivre au Royaume-Uni avec leur époux, leur épouse français ou française. C'est l'adaptation d'une ancienne loi qui a été introduite par Theresa May qui, si vous voulez, punit les Britanniques qui ont l'effronterie d'épouser un étranger en limitant leur droit de retour dans la mère patrie. Un exemple qui est même le mien, moi j'ai épousé un Canadien et mes droits démocratiques de vivre avec mon mari ont été mieux respectés en République tchèque, où j'ai vécu pendant longtemps, ancien pays communiste sous Staline, qu'au Royaume-Uni. Mais Brexit, deal ou pas deal, mes droits, les droits des Britanniques ne vont pas changer. Ils ont déjà été donc définis par l'accord de retrait. Ok. Et si je peux ajouter une chose, le fait de nous enlever notre libre circulation, donc nous pouvons rester dans le pays d'accueil. En France, il faut faire une demande assez compliquée, on peut rentrer dans les détails si ça intéresse, mais nous ne pouvons plus nous établir dans un autre pays de l'Union. Donc pour les gens qui dépendent de la mobilité géographique pour leur travail, dont je fais partie, ça change tout. C'est qu'on nous enlève un droit que nous avons exercé et acquis. On nous l'enlève. Et ça, c'est les deux parties qui ont complètement oublié nos droits dans les négociations. Ok. Une question de Maurice Basquin qui dit en cas de hard Brexit, donc en cas d'absence d'accord commercial, est-ce qu'un accord de rattrapage dans les 6 mois serait possible? Parce que on a une date limite, une date couperet, le 31 décembre à 23h59 et à la seconde, le Royaume-Uni sort définitivement. Il est déjà sorti, le Brexit est déjà là. Ce qui prend fin, c'était la période transitoire avec un régime intermédiaire, où le Royaume-Uni continue est dehors, mais bénéficie malgré tout et reste dans les conditions d'un État membre. Au 31 décembre, c'est fini. Est-ce qu'on fait « Ah, vous êtes sorti », mais en fait, on fait du rétropédalage, ou c'est complètement impossible? D'abord, une question de terminologie. Pour désigner un Brexit sans accord, c'est fait la même chose. Même avec cet assez prévu, c'est quand même un Brexit assez dur. Hein? Parce que un soft Brexit, ce serait rester dans le marché intérieur un peu comme les Norvégiens. Hein? Un Brexit dur, un hard Brexit, c'est se distancer de l'union douanière, du marché interne. Donc, c'est déjà un Brexit dur. Mais un Brexit sans accord du tout, c'est encore plus dur. Mais vous avez tout à fait raison qu'il faudra reprendre les négociations, même avec un mauvais accord. Il y aura des choses, s'il y a un changement de gouvernement au Royaume-Uni, si les travaillistes arrivent au pouvoir, ils vont tout de suite demander de rouvrir les négociations pour régler toutes ces questions qui ne sont pas résolues et pour être plus proche de l'Union européenne. Et nous avons beau à parler, parce que nous faisons tout ça d'un accord commercial, mais en fait, les négociations, en principe, regardent toutes les relations entre l'Union et le Royaume-Uni. Donc, la participation
au programme de recherche, les droits des citoyens dont Samantha a parlé, les questions de coopération en matière de sécurité, entre les forces de police et les données Schengen, etc., l'accès aux données police, toutes les choses pratiques pour ceux qui voyagent en Europe, leur carte pour le traitement de santé si on est malade à l'étranger, la possibilité d'apporter son chien en vacances sans avoir un passeport spécial, toutes ces choses-là, en principe, doivent être réglées. Il y a des millions de petites choses qu'on oublie toujours. Et s'il n'y a pas un accord, ou s'il y a un accord faible, toutes ces choses-là vont poser des problèmes pendant des années et des années. Il faudra revenir pour trouver une solution. Ok. Vincent Charlot pardon, excuse-moi, vas-y Samantha, et j'ai une question après. Je voulais juste vite rajouter quelque chose, c'est que un petit peu comme M. Corbett l'a dit, c'est que même en cas d'accord, l'accord qui se profile aujourd'hui est un accord vraiment où énormément de questions restent en suspens, des questions sur les différents secteurs, qu'on parle de l'industrie automotive, qu'on parle de tout un tas de secteurs très précis qui sont réglementés de façon extrêmement détaillée, qui vont devoir continuer à être négociés. Donc même avec un accord, les négociations ne vont pas se terminer cette semaine. Et je crois qu'on va en entendre parler pendant encore très, très, très longtemps. Ouais. Pour illustrer un petit peu ce que disait Richard, hein, on a un ami qui a été candidat d'ailleurs au moment des européennes il y a quelques temps de cela, qui disait, et qui travaille au niveau de la région Île-de-France, et qui disait que par exemple, pour le programme Interreg, pour l'Europe du Nord-Ouest, sur lequel lui-même travaille, le Brexit impacte le budget et ça sera une diminution de 137 millions d'euros. Et il disait, et en plus, il soulignait que en fait, ce n'était qu'un petit programme par rapport à l'ensemble. Et donc, il va y avoir, ça va être la saignée, et pas que dans le domaine très économique, tu le disais, Richard, mais c'est de la coopération scientifique. Ça va être. Mais comment tout ça est ressenti? On imagine beaucoup de désespoir. Il y a eu de la combativité pendant 2 ans avec des manifestations gigantesques à Londres et dans tout le pays. On a l'impression que tout ça est une espèce de fatalisme qui a pris le pas. Côté continental, on est dans une Brexit fatigue. On fait, bon, ouais, ils ont décidé de partir, qu'ils partent. C'était leur décision. Basta. Maintenant, nous, on s'occupe de ce dont on a à s'occuper de notre côté. Oui, ce qui était frappant du côté du Royaume-Uni, c'est que beaucoup de gens pensaient après le référendum que l'opinion publique allait se rallier derrière le résultat du référendum. Les gens allaient se dire, voilà, on a eu notre débat, on a voté, c'est tranché, on y va. En fait, l'opinion publique est allée dans l'autre direction, lentement mais sûrement. Parce que les gens ont commencé à découvrir de plus en plus sur les implications réelles du Brexit. Le portrait un peu fantaisiste du campagne pour le Brexit dans le référendum s'avère être tout à fait mensongère. Et vous avez parlé des manifestations à Londres aussi. Chaque sondage d'opinion de l'année 2019, sauf un, démontrait que s'il y avait eu un nouveau référendum, une majorité aurait voté pour rester dans l'Union européenne. Et au fil du temps, tous les partis d'opposition, les libéraux, les Verts, le Parti nationaliste écossais, le Parti nationaliste gallois, tous ont dit oui, il y a un nouveau référendum. Heureusement, Boris Johnson a pu, avec un peu d'assistance des libéraux, il faut le dire, pu déclencher une élection générale avant
voter finalement sur l'accord de retrait. Et dans cette élection, il a gagné une majorité de sièges, une grande majorité, mais sur base de 44% des voix. Une majorité, 53%, ont voté pour des partis qui demandaient un nouveau référendum. Mais notre système n'est pas proportionnel. C'est uninominal dans des circonscriptions, uninominales. Et on peut gagner une majorité de sièges avec 44% des voix. Alors, à ce moment-là, c'était le décembre passé, il y a juste un an, c'était cuit, parce que Johnson avait une grande majorité. Il a profité en même temps pour liquider son opposition interne dans le Parti conservateur, d'ailleurs. Ils n'ont pas pu se présenter à nouveau comme candidat conservateur. Donc, il a le contrôle de la Chambre des communes assez total. Et c'est pour ça qu'il y a le désirisme du côté pro-européen au Royaume-Uni, malheureusement. Deux questions. Une de Vincent Charlot. Est-ce que l'élection de Joe Biden aux États-Unis va avoir une influence et laquelle? On a déjà des indications sur le fait que pour lui, avec notamment ses origines irlandaises, il allait regarder les choses pas du tout de la même manière que l'administration Trump. Et sur l'Écosse, le fait que quid de l'Écosse, parce que évidemment tout ça, il y a des parties du Royaume-Uni, l'Irlande du Nord et l'Écosse, qui au moment du référendum sur le Brexit avaient voté majoritairement Remain, donc pour rester. Est-ce qu'il n'y a pas des craintes que tout ça, il y a évidemment très immédiatement la question de la sécurité sur l'île d'Irlande. À plus long terme, on a vu que, comme l'indique Sébastien, qu'en Écosse, les derniers sondages montrent une forte poussée indépendantiste. On est maintenant à 55-56%. Johnson a dit qu'il n'y avait pas de référendum sur les résultats mais selon les résultats des élections au Parlement écossais au printemps prochain, il va y avoir sûrement le SNP risque de gagner encore plus d'assises et avec des conséquences derrière d'un regain de soutien pour un deuxième référendum d'indépendance. Oui, alors la première question, Joe Biden, évidemment, Johnson et Farage ont perdu leurs grands amis, Trump. Trump qui soutenait le Brexit, Biden qui a dit que cette idée est une idée tout à fait folle. Donc, évidemment, ça joue un peu. Ça devrait, en principe, encourager Johnson à être un peu plus modéré, disons, à trouver un accord. Mais pour l'instant, on n'a rien vu d'une telle modération de sa politique. Sur l'Écosse, et d'ailleurs l'Irlande du Nord, oui, le Brexit risque de faire éclater, disons, le Royaume-Uni. N'oublie pas qu'au moment du référendum en Écosse sur l'indépendance de l'Écosse, un des arguments pour ceux qui disaient non, il faut rester avec le Royaume-Uni, c'était que, attention, si vous sortez du Royaume-Uni, vous sortez également de l'Union européenne. Ça va être tout à fait problématique, etc. Regagner l'accès comme État indépendant, ça va durer des années, etc. Donc, une partie de l'opinion publique écossaise ont voté contre l'indépendance pour pouvoir rester dans l'Union européenne. Du coup, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Donc, évidemment, le Parti nationaliste écossais tire profit de cet argument en disant, voilà, vous avez été trahi, l'Écosse veut rester en Europe. Et du coup, c'est un argument qui permet aux séparatistes d'apparaître beaucoup plus internationalistes. Au lieu de dire, voilà, nous sortons pour rester dans notre coin, non, nous sortons du Royaume-Uni pour rester avec l'Europe. C'est l'Angleterre qui va dans son coin, tout seul, isolé. Alors, évidemment, tout ça a eu un effet. L'opinion publique écossaise, maintenant, est majoritairement, selon les sondages,
derrière l'indépendance. Or, si le Parti nationaliste écossais gagne les élections écossaises l'année prochaine, ils vont demander un nouveau référendum. Il y aura des tensions immenses parce que le gouvernement Johnson ne veut pas leur laisser faire. L'Irlande du Nord aussi, une majorité a voté pour rester avec l'Union européenne. Ils vont maintenant avoir ce statut particulier que de facto, ils restent dans l'union douanière et dans le marché intérieur. L'opinion publique en Irlande du Nord, comme vous le savez sans doute, était majoritairement pour rester avec le Royaume-Uni, mais ça maintenant va peut-être basculer dans le sens de quitter le Royaume-Uni et adhérer à l'Irlande pour rester dans l'Union européenne. Une décision de ce genre, dans une direction ou dans l'autre, risque de réanimer les conflits que nous avons eus il y a 2 décennies entre les protestants et les catholiques en Irlande du Nord. C'est un risque, c'est pas certain, hein, mais c'est possible. Entre-temps, particularité très spéciale, les habitants de l'Irlande du Nord en ce moment ont le droit d'avoir la nationalité britannique ou irlandaise, comme ils le veulent, même les deux. Et beaucoup de gens ont 2 passeports. Or, étant irlandais, avec un passeport irlandais, ils sont également citoyens de l'Union européenne, avec tous les droits des citoyens européens pour voyager et habiter dans les autres États membres. Donc, il y a une partie du Royaume-Uni où une majorité de la population continue d'être des citoyens européens à part entière. C'est bizarre, hein? C'est clair. Des questions parce que on a toujours, voilà, n'hésitez pas, on a déjà pris quelques-uns. Nous, ici en France, comme le souligne Bernard Rowe, les discussions tournent surtout beaucoup autour de la pêche. Il souligne quand même que dans le débat, on a bien compris que les Britanniques poussaient, parce que c'est une de leurs cartes, c'est que les réserves halieutiques, eh ben, elles sont très, très, très concentrées autour de la Grande-Bretagne. Il indique quand même qu'il y en a une partie qui est aussi en Irlande, enfin, dans les mers dépendant de la République d'Irlande. Et puis surtout, dans ce débat, tu l'as déjà un peu mentionné, le risque, c'est quand même que, très bien, les Européens, les bateaux européens n'auraient plus le droit de pêcher, mais que les pêcheurs britanniques de l'autre côté vont se retrouver privés de leur marché. Parce que, évidemment, le marché britannique ne peut pas écouler l'ensemble du produit de la pêche, et que donc ça risque d'avoir un impact surtout et avant tout sur la balance commerciale, parce que un poisson pêché mais qui ne peut pas être vendu, ben c'est une perte sèche, quoi. Le secteur de la pêche, en termes économiques, est très, très petit. Mais en termes politiques, est immense, parce que c'est quelque chose où l'opinion publique comprend facilement qu'il y a des choses en jeu, et quand même est assez animé. Or, le secteur de la pêche britannique, qui est en déclin depuis juste après l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne, a toujours pointé le doigt vers l'Union européenne en disant, voilà, c'est la politique de la pêche commune qui a causé le déclin de la pêche britannique. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Juste avant l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne, l'Islande a créé une zone économique de 200 miles autour de l'Islande et a exclu tous les pêcheurs britanniques qui traditionnellement pêchaient là-bas. Et c'est beaucoup plus ça qui a causé le déclin du secteur de pêche britannique. Ça, et avec tout le monde d'autre, tout le monde a surpêché, trop pêché, et les stocks en déclin. Donc, on a introduit les quotas beaucoup plus bas qu'avant.
Et tous les pêcheurs disent, oui, non, c'est les autres qui pêchent trop, nous, c'est pas nous. Hein. J'ai été avec des pêcheurs, j'ai été en mer avec des pêcheurs irlandais, j'ai rencontré des pêcheurs français, des pêcheurs britanniques, tous disent, voilà, c'est les autres qui pêchent trop, pas nous. Mais dans le contexte du Brexit, évidemment, c'est une recette avec des ingrédients assez néfastes pour une réaction très nationaliste en disant, voilà, c'est nos eaux, nous allons reprendre contrôle de nos eaux et de nos poissons. Comme si les poissons n'avaient pas cette fâcheuse habitude d'aller des eaux territoriales d'un pays vers l'autre. Ils pensent que les poissons ont des drapeaux nationaux sur leur dos. Ok, une question, enfin Omri voulait poser une question, c'est un camarade de Toulouse, et il y en avait une qui a été posée dans le chat par Maurice Basquin sur Brexit sans accord, quel impact sur le Commonwealth. Mais Omri, d'abord, vas-y, ta question. Déjà, merci beaucoup de participer à notre réunion. Je veux juste avoir par rapport aux négociations, j'ai vu que la question tourne autour de pourcentage du prix des ventes que les gens européens seront obligés de renverser à Angleterre, 10%, 20%, 6%. Et si j'ai bien compris, et sur quoi tourne ces numéros? L'Europe demande qu'il soit plus vers 10%, l'Angleterre demande qu'il soit plus vers 60%. C'est quoi cette base? Sur quoi base cette négociation de pourcentage de la prix des ventes que les pêcheurs européens pour regarder des poissons pêchés dans les eaux anglaises? Je n'ai pas trouvé trop de réponses par rapport à ça. Si tu sais, connais la question, ce sera très intéressant pour moi. Merci beaucoup. Okay. Merci Omri. Richard, est-ce que tu sais sur quoi est basé le prix de vente, c'est ça? Si j'ai bien compris la chose. On rentre dans un niveau de technique quand même important. Je garde la question sur l'impact sur le Commonwealth. On a vu aussi que ça va impacter le Royaume-Uni. Peut-être que demain, il faudra parler de Grande-Bretagne, voire que de Angleterre. Les Français ont la mauvaise habitude de parler d'ailleurs de l'Angleterre pour parler de l'ensemble du Royaume-Uni. Ça va presque devenir une réalité. Mais question sur l'impact sur le Commonwealth. Parce qu'on a entendu Johnson dire, bon, on veut reprendre le contrôle de l'immigration, et on a vu que la question de la migration en soi a été un élément de fond pour nourrir le Brexit. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Mais si les Européens de l'Union européenne effectivement bénéficiaient de la liberté de circulation liée qui fait partie des 4 libertés de l'Union, la liberté de circulation des personnes, le Commonwealth, il y a cette liberté aussi. Donc en fait, le contrôle, comment se pose la question du contrôle ou pas, ou est-ce que c'est complètement ouvert? Non, ce n'est jamais complètement ouvert pour le Commonwealth, pas du tout, mais c'est vrai que beaucoup de Britanniques ne savent pas cela, qu'il y a davantage d'immigration vers le Royaume-Uni de dehors de l'Union européenne qu'il y a des pays de l'Union européenne, si je me suis bien exprimé. Donc, la majorité de l'immigration vers le Royaume-Uni, c'est dehors de l'Europe. Or, le gouvernement Cameron, en 2010, quand il est arrivé au pouvoir, a dit que nous devons réduire l'immigration. Il y a trop d'immigrés. C'est un discours assez raciste parfois, hein, franchement. C'est vrai qu'il y a une immigration beaucoup plus élevée vers le Royaume-Uni que pour d'autres pays en Europe, mais quand même, hein, il a promis de réduire l'immigration. Ce qu'il n'a pas fait. Bien que toutes les réglementations concernant l'immigration non européenne sont des règlements nationaux qu'il contrôlait entièrement. Hein. Il aurait pu, s'il voulait, restreindre l'immigration vers le Royaume-Uni venant des pays non européens. Mais il ne l'a pas fait. Et il a dit,
la seule raison pour laquelle je n'ai pas pu réduire le nombre d'immigrants vers le Royaume-Uni, c'est à cause de l'Europe, parce que je n'ai pas le droit de le faire. Il y a le droit de free movement, comme on dit en français, le droit Liberté de circulation. Je ne peux pas le faire, même si cette liberté d'ailleurs aussi est conditionnelle et il n'a jamais renforcé les conditions. Donc c'est pour ça que l'opinion publique a commencé à associer l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne à l'idée que c'est pour cela qu'il y a tellement de migration vers le Royaume-Uni. Or, ce n'est pas le cas, c'est une minorité qui vient des autres États membres de l'Europe. Mais cela a eu un grand effet dans le référendum. Tu as tout à fait raison, malheureusement. Oui, Samantha, vas-y, ton micro, branche ton micro. Voilà, je voudrais juste rajouter peut-être deux choses, une sur le Commonwealth et l'autre sur l'immigration. Donc, comme je disais, j'ai été mariée avec un Canadien, membre du Commonwealth, j'ai vécu en Inde, autres pays du Commonwealth, donc ce sont des questions auxquelles je me suis confrontée. Une chose qui m'a vraiment étonnée, c'est que pendant le référendum, les résidents britanniques citoyens du Commonwealth ont le droit de voter dans le référendum. Et il semblerait, et M. Corbett me corrigera peut-être, que le sentiment anti-européen soit assez important chez les ressortissants du Commonwealth. Et beaucoup pensaient que ça allait favoriser l'immigration de leur pays vers le Royaume-Uni, ce qui ne semble pas du tout être le cas, surtout à entendre les propos de notre ministre de l'Intérieur. Deuxième chose sur l'immigration, et une chose qui n'a pas du tout été expliquée pendant le référendum, c'est qu'en effet, au Royaume-Uni, nous avons environ 1 million de Polonais et beaucoup d'autres ressortissants d'Europe de l'Est. Et ça a été un argument qui a été utilisé très, très fortement. Voilà, des rues de villes anglaises où on ne parle que polonais, etc. C'est à cause de l'Europe. Mais là encore, ce n'est pas à cause de l'Europe, c'est à cause d'une décision souveraine du Royaume-Uni. Parce que quand il y a eu l'élargissement en 2004, l'Union européenne a donné le choix aux pays d'avoir des quotas, de réduire, de ne pas tout de suite accepter de façon incontrôlée les ressortissants des nouveaux pays. Et la plupart des pays ont dit oui, nous allons mettre des limites, sauf le Royaume-Uni qui a dit non, on ne mettra pas de limites. Donc, face à un choix, surtout d'aller en Angleterre, où beaucoup de Polonais, surtout, avaient des membres de leur famille depuis la Seconde Guerre mondiale, et bien avant, beaucoup sont venus au Royaume-Uni. Mais c'est aussi parce que c'était le seul pays qui était complètement ouvert. Donc, c'est une décision souveraine du Royaume-Uni qui contrôlait sa politique d'immigration qui a donné lieu à cette situation qui a ensuite été utilisée de façon totalement malhonnête par la campagne du livre. Et ça, c'est très important de le souligner, encore aujourd'hui. Oui, tout à fait juste. Oui, et d'ailleurs, il n'y a pas que la... Ajouter sur le Commonwealth, n'oublie pas qu'il y a 2 membres du Commonwealth qui restent membres de l'Union européenne, Malte et Chypre. Du coup, par rapport à ma question sur le quota des pêches, les points si tu peux expliquer par rapport quel est le point des négociations anglaises et européennes par rapport à ce pourcentage qui me paraît très arbitraire des valeurs de pêche européens qu'on va renverser aux Britanniques parce que ça tourne entre 6% et là c'est la demande européenne et 60% que le 10 Downing Street demande. Et je ne sais pas si vous avez discuté de ça parce que je suis arrivé un peu en retard, mais est-ce que tu penses qu'une négociation entre Boris et notre nouvelle chef de commission peut aboutir à un accord intéressant bientôt? Et si vous avez déjà discuté de ça, pas besoin de répondre et je suis désolé. Oui, pardon, j'aurais dû répondre avant à ta question. C'est vrai que les pêcheurs d'autres États membres de l'Union européenne pêchent bien davantage dans les eaux territoriales britanniques que vice-versa. Ils ont tous le droit de pêcher partout, mais il y a une imbalance. Et du coup, le Royaume-Uni a dit, voilà, on va réserver nos eaux territoriales à nos pêcheurs et augmenter le nombre de poissons que nous attrapons. Or,
si on regarde ça d'un autre point de vue, pas sur le nombre, pas sur la question de où les poissons sont attrapés, parce qu'ils nagent un peu partout, mais la quantité de poissons attrapés, ça c'est réparti depuis des années selon des quotas pour chaque État membre qui est calculé en fonction de son pourcentage historique au fil des années, pendant des décennies. Donc tout le monde a eu la même proportion qu'avant, sauf que c'est la même proportion d'un gâteau qui est en déclin, disons, c'est une quantité qui est en déclin, d'où les tensions entre pêcheurs. Dans la négociation actuelle, quand on parle de ces pourcentages, c'est en fait un calcul sur qu'est-ce que l'Union européenne veut bien concéder au Royaume-Uni sur la quantité de poissons pêchés dans les eaux territoriales britanniques par des bateaux venant d'autres États membres. Et l'Union européenne a dit, voilà, nous voulons bien diminuer cette quantité je pense qu'ils ont dit 18%. Du coup, la presse britannique a saisi ces propos en le présentant comme s'il disait que le Royaume-Uni peut garder seulement 18% des poissons de leurs eaux territoriales, ce qui est totalement totalement fausse comme présentation de la question. Mais ça reste quand même une négociation difficile parce qu'il y a une quantité limitée. Si quelqu'un augmente, quelqu'un d'autre doit descendre. Hein? Il n'y a pas d'autre moyen. Et donc, ce n'est pas une question qu'on peut facilement trouver des compromis parce que si un gagne, l'autre perd. Je quitte cet aspect-là pour quelque chose qui, moi, m'intéresse d'ailleurs parce que j'ai des origines russes et polonaises avec un peu de famille qui reste en Estonie. Justement, plus sur l'aspect sécuritaire. Est-ce que ça fait partie des éléments de compréhension ou pas du tout? On avait vu que dans la campagne référendaire, le Royaume-Uni avait dit c'est l'horreur, enfin les Brexiters avaient dit c'est une horreur, l'Union européenne va créer une armée européenne, vous allez voir. Moi, ma crainte, c'était, alors en tant que socialiste français, j'appuie l'idée d'une armée européenne. Je veux pouvoir avoir des mutualisations à terme complètes. Mais ça, c'est un élément de... Parce que peut-être que Farage avait raison sur un point, c'était que l'Union européenne est un projet politique. Et ce qui peut-être a été perdu par les promoteurs du Remain dans la campagne. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le passé. Là, Est-ce qu'il y a une anticipation en termes sécuritaires? Parce que là, le Royaume-Uni reste quand même un acteur essentiel de la sécurité européenne. Indépendamment de où est-ce qu'il est et comment il est, avec l'affaiblissement économique qui peut en résulter, avec ce qu'on a dit d'une fragmentation, y compris du Royaume-Uni. La Royal Air Force patrouille le ciel des États baltes. Est-ce qu'il y aura du kérosène dans les Typhoon de l'Eurofighter de la Royal Air Force demain si le Royaume-Uni se retrouve empêtré dans une grave récession économique? Et derrière, une capacité de projection, d'implication, de volonté, ou est-ce que ça, on va voir progressivement le Royaume-Uni comme ça, shrinking, enfin vraiment se recroqueviller totalement? Une question peut-être qui vaut pour Richard et pour Samantha, puisque toi, tu as aussi un peu l'œil sur en raison de ton passé sur cette question. Moi, je suis hors du Royaume-Uni, donc je n'ai pas totalement mon doigt sur le pouls de tout ce qui se passe au Royaume-Uni, mais une chose qui m'a quand même étonnée, c'est justement le manque de discussion de la dimension sécuritaire. Il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni a quand même été le théâtre de 2 opérations, on va dire,
terroriste d'un État tiers, je parle de l'empoisonnement des Skripal et de Litvinenko, et que la solidarité européenne a été très, très importante à ce moment-là. Comme tu l'as mentionné, j'ai travaillé à l'OTAN, mais je ne suis pas pour autant forcément une atlanticiste. Je crois très fortement dans le besoin d'une armée européenne, et je crois que le rêve d'une vraie autonomie dans la défense pour l'Europe a été fortement affaibli par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Parce qu'une armée européenne sans les Anglais, c'est possible, mais nous avons quand même une armée et une capacité de défense vraiment importante. Quand on parle du Royaume-Uni et de la sécurité, tout le monde parle du Five Eyes, des 5 yeux, donc la coopération au niveau d'échange de renseignements et avec nos 5 pays anglophones. Moi, je vois un très, très gros problème là, et je ne sais pas si on en parle beaucoup dans la presse britannique, mais c'est qu'avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et la pression sous laquelle on va être soumis du côté de la Chine, par exemple, pour laisser rentrer ces opérateurs dans de nombreux de nos domaines, y compris ceux des télécoms, inquiète beaucoup les partenaires outre-Atlantique et en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Bon, j'aimerais avoir aussi l'avis de M. Corbett, on sait sans doute plus parce qu'il est dans le pays, moi je suis dehors, mais rien que ça, à mon avis, va affaiblir le Royaume-Uni au niveau de la défense. Toute la coopération antiterroriste, tout l'échange d'informations avec Europol qui va se terminer va aussi sans doute avoir un impact. Ce qui sera intéressant de voir, ce sera le développement des relations franco-britanniques dans le cadre de la défense. Les deux côtés disent nous allons renforcer notre coopération, rien ne va changer. On verra. Roland, j'ai vu que tu voulais prendre la parole. Vas-y. Oui, merci de me donner la parole. Bravo pour l'organisation de cette réunion. J'ai une question, enfin 2 questions d'ailleurs, mais sur le possible éclatement du Royaume-Uni. Je pense à l'Écosse, évidemment, comme tout le monde. Bon, je crois que alors, ma question pose sur l'éclatement. Est-ce que la reine d'Angleterre, qui n'a aucun pouvoir politique, comme on le sait, mais peut-être un pouvoir moral sur les Britanniques, peut laisser faire sans rien dire, partir l'Écosse et éventuellement l'Irlande? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer? Est-ce qu'elle dira quelque chose, même si elle n'a aucun pouvoir politique? Deuxième question, est-ce que pour l'Écosse, ça semble difficile parce que pour organiser un référendum, il faut l'accord du Parlement britannique, me semble-t-il. Mais j'ai entendu dire que pour l'Irlande du Nord, juridiquement, il n'y a pas besoin de l'accord du Parlement britannique, ce qui veut dire que l'Irlande du Nord pourrait plus facilement, sur le plan juridique, quitter le Royaume-Uni que l'Écosse. Voilà mes 2 questions. Alors, d'abord sur la reine, elle n'est pas reine d'Angleterre, elle est reine de beaucoup de pays. Elle est reine de l'Australie, du Canada, de l'Écosse, de l'Irlande du Nord seulement, pas de la République d'Irlande, évidemment. Et quand il y a eu le référendum sur l'indépendance de l'Écosse il y a 6 ans, elle n'a pas indiqué un point de vue. Et le Parti nationaliste écossais a dit, bien sûr, elle va rester reine de l'Écosse si nous sommes un pays indépendant. Donc, il n'y a jamais eu vraiment une question à ce sujet. Certainement pas du point de vue juridique, peut-être du point de vue sentiment, mais pas juridique. Pour la deuxième question, c'est vrai que la situation juridique que vous avez décrite est plus ou moins juste, c'est vrai. Il faut un accord du Parlement britannique pour que l'Écosse organise un nouveau référendum sur l'indépendance. Le Parti nationaliste écossais, ou certains d'entre eux, ont dit, voilà, si nous avons une majorité dans le Parlement écossais, nous allons l'organiser nous-mêmes, voilà, même si sans autorisation. Et là, on tomberait un peu dans la situation catalane, un référendum illégal. Quoique je ne pense pas que
on va envoyer les troupes pour empêcher les gens de voter et on va simplement dire, voilà, ça n'a pas un effet juridique. Mais politiquement, ce serait quand même une situation assez sensible. Pour l'Irlande du Nord, l'accord du Good Friday Agreement, qu'est-ce que vous dites en français? L'accord de vendredi saint. D'accord, cet accord-là prévoit que s'il y a des raisons de croire qu'une majorité de la population de l'Irlande du Nord souhaite rejoindre l'Irlande, c'est à ce moment obligatoire d'organiser un référendum pour vérifier si c'est le cas ou pas. Mais pour l'instant, personne n'est demandeur. Les habitants de l'Irlande du Nord qui souhaitent rejoindre l'Irlande ne le demandent pas formellement en ce moment. Ils attendent parce qu'ils pensent que le temps joue dans leur faveur. Ceux qui veulent rester attachés au Royaume-Uni, on les appelle les unionistes. Eux, bien sûr, ils ne vont jamais le demander. Mais des deux côtés, tout le monde veut agir avec un peu de prudence parce qu'on ne veut pas réanimer la situation qu'on a eue il y a 20 ou 30 ans, où il y a eu beaucoup de combats et d'atrocités terroristes et des morts. Une dernière question peut-être de Maurice sur demain, le 1er janvier, le Royaume-Uni devient un paradis fiscal à Singapour. Et donc, on a, je mets moi une petite parenthèse d'ailleurs, c'est la City de Londres est en passe de perdre son passeport, le passporting, la possibilité de et est-ce que tous les acteurs à Londres l'ont bien compris? Ils sont en train de le comprendre maintenant. C'est vrai, c'est un désastre pour la City de Londres. Est-ce que c'est vraiment faisable pour le City de faire compétition à Singapour avec des réglementations plus souples, un niveau de taxation plus bas, un paradis fiscal? Il reste quand même des autres paradis fiscaux dans l'Union européenne en ce moment, hein, pour ne pas parler du Luxembourg ou d'autres, ou disons attachés à des pays qui sont États membres de l'Union européenne. Ok. Parfait. Écoute, un très, très, très grand merci à nos deux intervenants. On n'a pas fini de déblayer la chose parce que d'abord, les négociations sont en cours. Vous avez suivi que normalement, il devrait y avoir une convocation du Parlement européen le 28 décembre voilà, examiner ce qui aura lieu, pas lieu, ou autre, en tout cas faire un ultime point. On essayera, nous, de notre côté, d'avoir Emmanuel Morel, qui est député européen également, et qui suit les questions commerciales, de relations commerciales de l'Union avec des États tiers. De fait, le Royaume-Uni est en passe de le devenir, ou l'est et a ce statut intermédiaire pour l'instant. Et donc, peut-être qu'on essaiera d'avoir, dans les dernières limites, avant de réveillonner, d'avoir cette discussion-là. En tout cas, Samantha de Bernburn, Richard Corbett, un très grand merci à vous deux. Donc, bye bye et à très bientôt. Bye bye. Bye. Ciao.